Bonjour à tous. Donc, du coup, on va pouvoir commencer cette session sur. Donc, vous avez compris que c'était la performance de l'échographie. Et donc, vraiment, le but de cette session de l'après-midi, c'était vraiment de faire quelque chose de très pratique et voir un petit peu comment on pouvait travailler en harmonie entre l'équipe obstétricale et les échographies. C'est vrai que très souvent, on est dans ces situations qui peuvent être un petit peu compliquées. Et donc, on a voulu faire sortir les situations quotidiennes qu'on peut retrouver à la fois dans notre cabinet si on travaille en ville et aussi à l'hôpital et notamment dans les staffs pluridisciplinaires. Donc j'ai la chance de modérer cette session avec le professeur Vassili Tsatsaris. Encore merci pour ta venue. Et donc du coup, on va pouvoir user aussi de son expérience, son expertise et tout ce qu'il fait à la maternité de Port-Royal. Et vous allez voir que on s'est entouré d'une équipe très très jeune, très dynamique, très performante. Et je crois que, de toute façon, vous allez les connaître. On va les présenter à chaque changement de topo. Mais donc là, c'est le docteur Chloé Arthuis qui va commencer avec le docteur Thibaut Kibel. Donc c'est l'analyse de la cicatrice utérine au cours des échographies de dépistage, en commençant par la datation et les 3 autres échos réalisés lors d'une grossesse. Thibaut, Chloé, c'est à vous, merci. Vas-y. Okay. On fait ensemble ou pas? On fait comme les petits-enfants et on vous remercie du fond du cœur de nous avoir invités pour cette présentation. Allez. Voilà, donc du coup, on devait balayer toute la grossesse et vous parler de la cicatrice et comment allait évoluer la cicatrice et quels étaient les enjeux au fur et à mesure de l'évolution de la grossesse. Donc en dehors de la grossesse, juste une ligne, la problématique de la cicatrice, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, c'est la niche utérine, l'ismocèle. Et effectivement, on sait qu'il y a un lien entre ces ismocèles et les métrorragies que les patientes peuvent présenter. En cours de grossesse, les différentes problématiques vont être au premier trimestre la localisation de cette grossesse, donc la grossesse sur cicatrice. Et puis, bien entendu, grossesse sur cicatrice et placenta accretum, le spectre du placenta accreta, qui va commencer dès le premier trimestre et qu'on va évaluer au 2e et 3e trimestre. Et puis au 3e trimestre, on évaluera le risque de rupture utérine avec la cicatrice. Alors, cahier des charges, là on parle du premier trimestre, que ce soit dans la CNEOF ou au sein des guidelines de l'ISWOG, qui datent un peu quand même, il n'est pas du tout mentionné l'étude de la cicatrice. Donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire qu'effectivement, dans nos pratiques, on a mis du temps à intégrer l'analyse de la cicatrice dès le premier trimestre et non pas seulement au 2e et 3e trimestre pour rechercher le placenta accreta. Si on parle de la grossesse sur cicatrice, déjà, quelle est la prévalence de la pathologie? Alors c'est assez rigolo parce que quand vous lisez, il y a de plus en plus d'articles qui ressortent sur cette thématique et la prévalence n'est jamais ressortie. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en est précisément. Tout ce qu'on dit, c'est très probablement l'augmentation du taux de césarienne qu'on retrouve au sein de la population doit être ou va être associée à une augmentation du risque de grossesse sur cicatrice. La grossesse sur cicatrice, si vous voulez faire des études, même nous, dans nos données, c'est difficile de récupérer cette donnée parce que la grossesse sur cicatrice, c'est conseillé comme une grossesse ectopique. La façon de classer la pathologie, c'est une grossesse sur cicatrice. Et puis, certaines grossesses sur cicatrice vont évoluer vers une fausse couche sans qu'on s'en rende compte. Alors, il y a les guidelines de Lescheret, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, qui considèrent donc cette grossesse sur cicatrice comme une grossesse ectopique, définie de la manière suivante, une grossesse implantée dans le segment inférieur au niveau de la cicatrice utérine. Donc ça peut être au niveau d'une cicatrice de césarienne ou au niveau d'une myomectomie, et avec un sac gestationnel localisé près de l'orifice interne, avec une implantation antérieure, en cas d'utérus cicatriciel sur césarienne, un myomètre fin et un flux vasculaire autour du sac. Dernière problématique, c'est le conseil qui est à fournir. Le conseil reste, c'est ce qu'on voit dans notre pratique, un conseil vers l'interruption médicale de grossesse en disant que le risque de poursuivre la grossesse est important, notamment sur le plan maternel. Et voilà. Le traitement pour limiter ce risque hémorragique, là aussi, il n'est pas défini. Vous avez beaucoup de case reports. Alors, je pense qu'on fait à peu près tous la même chose avec du méthotrexate in situ, mais la littérature décrit un nombre conséquent de traitements possibles. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que de plus en plus de case reports décrivent quand même des grossesses évolutives. Et ça, on le retrouve dans la littérature récente.
Voilà, 69 cas, 52 cas qui évoluent au 3e trimestre, avec des complications parfois au 1er trimestre. Mais effectivement, au 3e trimestre, un risque conséquent, soit d'hémorragie sévère, soit de placenta accreta, et bien entendu avec des prises en charge nécessitant des hystérectomies. Voilà, la continuité entre la grossesse sur cicatrice et le placenta accreta, elle est clairement établie maintenant. Alors, apport de la voix basse, comment identifier la cicatrice? Effectivement, voilà, c'est souvent à l'écho de datation. Si vous voulez évaluer le risque de grossesse sur cicatrice, les gens recommandent de regarder assez précocement la position du sac. Et ça se regarde assez précocement. Pourquoi? Parce que plus la grossesse va évoluer, plus cette impression qui est basse que vous avez au début de la grossesse peut être masquée avec une grossesse qui va se retrouver un peu plus dans le fond utérin. Donc l'étude de la cicatrice, il existe des articles. Julien Stirnemann avait publié un article dans l'AMJOG, justement pour sensibiliser un peu la description et la nécessité de comprendre comment pouvait évoluer le risque de placenta accreta en fonction du type de cicatrice. C'est en général par voie basse, donc je vous l'avais dit, une coupe sagittale. Là, on est en tout début de grossesse, donc je ne regarde pas le fond utérin. Je me localise sur l'analyse de cette cicatrice où on a l'impression que les bords sont quand même assez bien confrontés. On n'a pas l'impression qu'il y a une niche. Très simplement, grossesse sur cicatrice, les éléments du diagnostic. En fait, ça, c'est une revue de l'ultrason. Il y a tout un article, il y a toute une revue récente, là, du mois dernier, je crois, où ils décrivent un peu toute cette problématique de grossesse sur cicatrice, placenta accreta. Et pourquoi ils le font? C'est parce qu'il n'y a pas de consensus sur comment définir une grossesse sur cicatrice. Les éléments diagnostiques que vous devez avoir et qui doivent vous faire évoquer une grossesse sur cicatrice, c'est lorsque vous avez fait une coupe sagittale, déjà vous avez un fond utérin qui est vide. Vous avez un sac gestationnel qui est bas. Alors on essaie de déterminer comment évolue la grossesse, parce qu'effectivement vous pouvez avoir un diagnostic différentiel qui est la fausse couche. Donc on essaie de voir s'il y a un embryon avec une activité cardiaque. Et puis on étudie quelle est la structure de la cicatrice. Est-ce qu'on retrouve cet aspect de niche, c'est-à-dire cette déhiscence anéchogène qu'on voit en échographie. Et puis, on essaie de décrire la position du sac. La position du sac, elle se décrit sur deux éléments. Comment ce sac se positionne par rapport à la ligne de vacuité, la ligne endométriale. Si effectivement ce sac se situe sur cette ligne endométriale, on peut penser que la grossesse, elle peut évoluer vers une grossesse sur cicatrice, mais aussi ça peut être une grossesse qui peut avorter. Et puis, comment se situe ce sac par rapport à la ligne de la séreuse? C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un contour de la séreuse qui est déformé, eh ben, ça sera un élément en plus, là aussi, pour retenir cette grossesse sur cicatrice. La notion de la vascularisation est un élément important. Et puis, quand la grossesse va évoluer, il faut essayer de localiser comment se situe le placenta par rapport à cette cicatrice. Et là, c'est plutôt de la recherche. Parce qu'effectivement, on aura besoin de comprendre quel type de grossesse évolue bien ou pas bien, ou quelles sont les grossesses qui sont à risque dans notre prise en charge s'il y a une interruption. C'est le tissu myométrial adjacent, d'accord? Donc c'est tout ce qui entoure le sac. Et puis le tissu myométrial, probablement la chose la plus importante, c'est le tissu myométrial résiduel. C'est ce qui prédomine juste au-dessus de la cicatrice. Alors, les éléments du diagnostic, je vous avais dit, dans cet article, donc c'était un article d'experts, il y avait eu une méthodologie Delphi pour essayer de reconnaître les critères qui permettaient de retenir un diagnostic de grossesse sur cicatrice. Déjà, les experts préconisaient un examen précoce, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on doit retenir, c'est que plus on sera tôt et mieux on arrivera à détecter et dépister ces grossesses particulières. L'abord vaginal était recommandé. Et une grossesse sur cicatrice ne veut pas dire, le corollaire n'est pas forcément évident, une grossesse qui est bas implantée n'est pas forcément une grossesse sur cicatrice. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un lien entre le sac gestationnel et la cicatrice. Et puis l'autre élément que les experts avaient recommandé, c'est la notion de cette niche, c'est-à-dire pour ces experts, alors c'est juste des experts, hein, c'est pas la science, mais c'est des gens qui ont quand même bien communiqué dessus et bien étudié la question, c'est cette notion de niche. C'est-à-dire que pour avoir une grossesse sur cicatrice, ces experts avaient à l'unanimité, à 100%, dit qu'il fallait avoir une déhiscence pour avoir une grossesse mal implantée et non pas, ça ne pouvait pas avoir lieu lorsque les deux bords étaient confrontés l'un avec l'autre.
les deux diagnostics différentiels, et ça c'est important à bien retenir, ça peut être une fausse couche en cours, une fausse couche en cours qui sera facilitée par l'absence d'activité cardiaque et l'absence d'hypervascularisation de cette masse, de ce sac gestationnel. Et l'autre élément, c'est la grossesse cervicale. Alors, grossesse cervicale et grossesse sur cicatrice, au fond, finalement, le traitement n'est peut-être pas si différent. Mais mine de rien, comment on pourrait distinguer l'un de l'autre? Très probablement, la grossesse cervicale étant un peu plus basse, il n'y a pas ce retentissement sur la paroi antérieure et ce dôme vésical qui est un peu bombé. Et si on utilise une coupe axiale avec les deux artères utérines, cette grossesse cervicale serait en dessous de ces artères utérines. Donc ça, c'était juste quelques images de collègues. Donc là, une coupe sagittale, un utérus qui est un peu rétroversé, la vessie qui est en haut. Et effectivement, on voit cette grossesse qui est assez évoluée, puisqu'on est quasiment au début de la 10e ou 11e semaine. Et on voit cette grossesse qui est, je la remonte, voilà, avec donc là, je n'ai pas mis le Doppler, mais qui était très vascularisé, un placenta qu'on voit un petit peu postérieur, qui ne semble pas tout à fait dans la paroi antérieure, et les images un peu statiques qui sont correspondantes, avec effectivement le trophoblaste qu'on voit plutôt en postérieur. Là, c'était un cas qu'on avait eu en 2013, c'était avec Philippe, c'était une grossesse gémellaire avec une grossesse sur utérus bicicatriciel et une grossesse qui était sur la cicatrice, et l'autre qui était dans le fond utérin. Et vous voyez la problématique, on voit la continuité avec le placenta. Je vous ai montré cette image parce que là aussi on a été autour de 9-10 semaines et on voit cette localisation du placenta qui est complètement dans la paroi antérieure. Et donc là, la continuité avec le placenta accreta, elle est évidente avec cette iconographie. Et là, c'était un dernier cas, effectivement, une grossesse qui n'est pas tout à fait excentrée, qui semble assez proche de la cavité endométriale, mais effectivement avec un gros flux Doppler tout autour qui nous faisait penser que cette grossesse, mine de rien, même si c'était une grossesse qui n'allait pas évoluer vers une grossesse évolutive, on avait bien un flux vasculaire tout autour qui faisait croire que c'était une grossesse sur cicatrice et non pas une grossesse qui avait été bien implantée et qui était en train d'être chassée au cours d'une fausse couche. Voilà, donc ça c'était une sorte de fil conducteur de notre analyse. Grossesse sur utérus cicatriciel, donc précocité, on essaye de faire de la voix basse, ce qui va avec l'écho de datation qu'on fait habituellement. La grossesse semble être dans le fond utérin, la problématique viendra secondairement sur la localisation placentaire. Vous avez un moindre doute, vous référez la patiente. La grossesse est bas implantée, très vite, il faut analyser la cicatrice. Vous n'avez pas de niche utérine. On peut penser que la grossesse n'évoluera pas vers une grossesse sur cicatrice. Gardez en tête la localisation placentaire et exclure justement un placenta accreta. Vous avez cette niche, et bien tout va être la position de ce sac gestationnel par rapport à la ligne endométriale qui va vous aider à vous positionner par rapport au risque de grossesse sur cicatrice. Vous avez une activité cardiaque, vous avez d'autres signes comme ce dôme vésical qui est bombé, une hypervascularisation du sac. Oui, on peut retenir ce diagnostic de grossesse sur cicatrice et référer la patiente pour une prise en charge. Voilà. Alors pour continuer, après la grossesse sur cicatrice, effectivement, donc il y a un continuum, c'est le placenta accreta. Donc le placenta accreta, on peut l'évaluer dès le premier trimestre. La publication de Julien Stirnemann en 2011 qui montre là, donc on est sur une échographie du premier trimestre, on voit le défilé cervico-isthmique, une insertion trophoblastique, vous voyez, qui est recouvrante devant le col, le sac gestationnel et la vessie en avant. Et du coup, là-dedans, on voit qu'on a une insertion du trophoblaste en regard de la cicatrice utérine qu'on voit très bien, très distinctement sur cette image. Donc on est sur une grossesse qui se développe sur la cicatrice utérine, avec la continuité, avec une anomalie de l'insertion placentaire. Donc ça, déjà, c'est pour illustrer que tout ça, c'est bien un continuum, c'est la même maladie. On a une cicatrice de césarienne, on a une grossesse sur cicatrice, et puis après, ça évolue vers les placenta accreta, les différents spectres du placenta accreta. Vous savez qu'il y a différentes formes de gravité.
le placenta accreta ou percreta, en fonction de son degré d'invasion au travers du myomètre et des organes avoisinants de la part des cellules trophoblastiques. En tout cas, dans tous les cas, il y a cette rupture entre la décidua et le myomètre, et donc il y a pu ce plan de clivage. Alors un peu dans la continuité, l'examen du placenta, le cahier des charges, donc finalement, nous, ce qui nous importe, c'est peut-être pas le diagnostic du placenta accreta au premier trimestre, un point de vigilance sur la grossesse sur cicatrice, parce que là, déjà, ça va allumer des warnings, mais après, sur vraiment l'examen du placenta, on va être meilleur sur l'importance, sur le dépistage au 2e et 3e trimestre de la grossesse. Donc pour mieux le dépister, il faut déjà connaître les facteurs de risque pour lesquels le placenta va peut-être mal se développer, l'âge maternel, la fécondation in vitro, l'utérus cicatriciel et la position placentaire avec le placenta prévia, qui sont donc des facteurs de risque d'avoir des anomalies de l'insertion placentaire. Tout ça pourquoi ? Pour harmoniser la pratique avec l'obstétricien, anticiper et améliorer la prise en charge de ces patientes, parce que ça conduit à des hémorragies graves du postpartum, pour lequel l'accouchement va devoir être programmé dans des centres experts, et toute l'information en amont va devoir être faite à la patiente. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on insiste, sur localiser le placenta et reconnaître des signes les signes les plus fréquents d'anomalies de l'insertion placentaire qui vont nous orienter vers un placenta accreta. Alors les critères échographiques d'accreta, quels sont-ils ? Les lacunes irrégulières à l'emporte-pièce, en général, elles sont hypoéchogènes, il y a des flux importants autour, et ça, c'est assez caractéristique, on va revoir des images. La disparition du liseré hypoéchogène rétroplacentaire, on a vu donc qu'il y a une invasion trophoblastique qui est anormale, donc il y a une perte de la dissuduale, il y a une continuité entre l'évidélosité choriale et le myomètre, et donc ça, on va pouvoir le repérer en échographie. Il y a une interruption de la zone hyperéchogène à l'interface de la séreuse et de la vessie. Ça aussi, c'est important de le savoir, et donc c'est primordial pour l'échographiste, parce que quand on va faire l'échographie, il va falloir aller visualiser cette interface, et pour mieux la visualiser, il va falloir que la vessie elle soit remplie. On ne peut pas évaluer un placenta, et notamment s'il y a une anomalie de l'insertion placentaire, sur une vessie vide, parce qu'on ne va pas avoir cette séreuse qui va être bien délimitée. L'épaisseur du myomètre, peut-on le suivre ou pas ? Forcément, il va être fin sur un placenta accreta. L'anomalie au niveau du mur vésical, donc une bonne visualisation de ce mur vésical par voie abdominale ou transvaginale, mais avec une vessie qui va être bien remplie pour aller voir le bon moment au niveau de ce mur vésical, voire un placenta exophytique intravésical dans les placentas percreta. Enfin, une analyse Doppler des flux rapides perpendiculaires à l'interface du placenta myomètre ou placenta vessie. Encore une fois, on va revoir que dans les études, ce n'est pas forcément cette caractéristique Doppler qui va forcément être prédominante et qui va nous attirer l'œil dans un premier temps. Alors tout d'abord, les performances de l'échographie, elles sont bonnes pour diagnostiquer le placenta accreta. Donc c'est important, il y a différentes études dans la littérature qui ont étudié les performances diagnostiques, et notamment qui les ont comparées à l'IRM. Et force est de constater qu'on peut être bon en échographie avec la connaissance des facteurs de risque, de la localisation placentaire et de ces signes. On peut aller solliciter éventuellement un expert si on a un doute, en tout cas suspecter un placenta accreta, percreta, accreta. Après 20 semaines, la sensibilité des critères échographiques, elle augmente, donc on est meilleur au 2e trimestre. Et vous voyez que sur les signes, il y a des classifications pour essayer de s'orienter après, quand on a une suspicion d'anomalie de l'insertion placentaire, d'évaluer les signes de gravité entre un accreta et un percreta, forme percreta étant la plus sévère, et donc du coup on voit que l'épaisseur du myomètre et l'interruption du mur vésical, notamment dans cette étude publiée en 2021, montrait qu'il y avait un odds ratio qui était assez important pour aller sur le diagnostic de percreta, ou en tout cas la suspicion de percreta en anténatal. Des images, 2 cas cliniques. Alors en préparant ce topo, j'ai repris les cas récents des patientes que j'avais vues le plus récemment. Et il se trouve que sur les 2 derniers mois, j'ai vu 2 patientes avec des placentas accreta qui ont été opérées, et donc pour lesquelles on n'a pas la confirmation avec la pièce
d'hystérectomie, mais en tout cas, il y a eu des traitements conservateurs qui ont été faits, ça s'est bien passé. Une première patiente de 35 ans, deuxième part, utérus unicicatriciel. C'est juste pour vous dire qu'en fait, je n'ai pas sélectionné mes données, je les ai prises de façon rétrospective et c'est les 2 dernières patientes que j'ai vues. 30 semaines d'aménorrhée et 5 jours. Donc il y a l'âge maternel, c'est un utérus unicicatriciel, donc c'est vrai que ça interpelle toujours sur nos pratiques. La cicatrice utérine, ce n'est pas anodin. Elle est adressée pour suspicion de placenta accreta au 3e trimestre. On a un placenta recouvrant antérieur. Effectivement, vous voyez, donc là, on a la vessie et on a quand même un bombement au niveau du dôme vésical avec cette rupture du dôme. On a une vascularisation Doppler, des flux perpendiculaires au Doppler. Une autre patiente à 32 semaines d'aménorrhée et 6 jours, placenta accreta, deuxième part, 23 ans, pareil, hein, utérus unicicatriciel, donc suspecté assez tôt dès le 2e trimestre. Et en effet, vous voyez les lacunes qu'on évoquait, les lacunes irrégulières à l'emporte-pièce, un placenta gros. Donc ça aussi, c'est une des caractéristiques qui peut attirer l'œil. La placentamégalie, on va avoir vraiment un placenta très épais avec des lacunes hétérogènes. Ici, on voit très bien que vous avez la séreuse, mais vous avez une disparition du myomètre en arrière, un bombement au travers la vessie, et là, vous voyez que vous n'avez pas du tout cette continuité avec un placenta qui va beaucoup trop loin. On est sur un placenta accréta, même percrétin, en péropératoire. Au Doppler, une vascularisation très importante au niveau de la paroi antérieure avec des flux perpendiculaires. En image, en direct, vous voyez ce placenta qui est épais, qui est très hétérogène, qui est lacunaire, avec cette séreuse vésicale qu'on n'arrive pas à visualiser et pour lequel on a vraiment cette disparition. Vous voyez que là, on est tout de suite alerté en se disant que ce placenta n'est pas normal. Placenta recouvrant, si la vessie elle n'est pas pleine là-dessus, on ne peut pas du tout évaluer cette interface. Donc ça, c'est vraiment un point important pour l'échographiste. L'IRM placentaire, les performances diagnostiques, elles sont semblables entre l'échographie et l'IRM. Cependant, elles se cumulent parce que si on est passé à côté de certaines choses en échographie, peut-être que le radiologue, il va être un peu plus... et puis en plus, on va le regarder sur des centres experts, on va regarder avec le radiologue, l'échographiste, on va pouvoir mettre toutes les données en commun et entre tous les différents points, on va pouvoir probablement être plus fort et améliorer nos performances diagnostiques globales. Chloé, qu'est-ce qu'on voit? Je suis désolé, c'est horrible. Mais c'est excellent ce que tu fais, mais tu n'as plus que quelques minutes. Très bien, je me dépêche. Je suis désolé, c'est désagréable à dire parce que vraiment c'est top, mais voilà, je te le dis. Je me dépêche. C'est quasiment fini. Donc on voit la perte du liseré rétroplacentaire qu'on voit très nettement ici, donc les images IRM, vous voyez qu'ici c'est anormal. On voit ces lacunes avec ce placenta qui est hétérogène, les lacunes irrégulières, et puis des vaisseaux transfixiants. Des bandes noires pour lesquelles on ne sait pas trop à quoi ça correspond sur le plan physiopathologique. On n'a pas la même traduction en échographie, mais en tout cas en IRM, ces bandes noires, elles sont aussi importantes à visualiser. On a un tout petit dernier point sur la cicatrice utérine. Je pense que Philippe, tu es obligé, parce que je sais à quel point tu es attaché à M. Rosenberg. Et donc là, on a grossesse et rupture utérine. Non, cicatrice et rupture utérine. Ah bah oui, là, tu es obligé. Mais tu as combien de temps, Vassili? On a encore un quart d'heure. Non, parce que pour dire, vraiment, à la fin, on avait prévu 30 minutes de table ronde de discussion. J'ai l'image, mais l'image n'a pas beaucoup évolué, à part qu'elle est un peu plus jolie, mais l'évaluation de la cicatrice au 3e trimestre pour évaluer le risque de rupture utérine dans le conseil qu'on pourrait donner éventuellement à une patiente sur la voie d'accouchement. Voilà, donc ça c'était le cliché de M. Rosenberg, quasiment 2007. Donc il a sorti son article en 96. Je crois que l'image n'était pas publiée. Et voilà, donc là je vous montre sa dernière image, c'est comment on mesure le segment inférieur. En général, il y a 2 voies qui s'affrontent, celle qui recommande la voie haute, voie abdominale. C'était l'article Princeps de Patrick Rosenberg en 1996. Technique vessie pleine, balayage en coupe sagittale et en coupe transversale. On agrandit l'image et on essaie de mesurer toute la paroi. En 1996, il ne mesurait pas que le myomètre, il mesurait toute la paroi et on prenait l'image la plus fine. Voilà, et donc du coup, j'ai passé ça. Les gens pensent toujours que c'est une image qui est un peu bidon parce que pas reproductible. Et ça, la reproductibilité a quand même été évaluée. Et on retrouve quand même une reproductibilité intra, donc ça c'est logique, plutôt bonne, et une reproductibilité inter-observateur qui reste meilleure par voie basse.
mais un peu moins bonne par voie haute. Voilà, la littérature, tout le monde a publié ces seuils. Il faut prendre du recul par rapport à ça. Le but de cette littérature, c'était de donner un seuil pour prédire le risque de rupture utérine. Le risque de rupture utérine sur un utérus cicatriciel, c'est de 0,5 à 1%. Donc vous imaginez la population qu'il fallait inclure pour évaluer ce risque-là. Et quand vous regardez le nombre de participants de chacune de ces études, personne n'arrivait avec des populations suffisamment importantes. Et surtout, les mesures n'étaient pas faites en aveugle. Elles étaient faites au moment présent. Mais le chirurgien ou le conseil qui était donné, parfois prenait en compte la mesure qui avait été faite. Donc parfois, des mesures qui étaient basses étaient prises en charge par une césarienne d'emblée, alors que l'étude de 1996, le chirurgien qui allait prendre ou l'obstétricien qui allait prendre en charge la patiente n'était pas au courant. L'Ustrial, du coup, c'est peut-être pas le moment. Je pense que M. Rosenberg viendra présenter l'Ustrial. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce topo. Excellent, très très bien. Je pense qu'on fera les questions après. Ça vous va, Chloé et Thibaut? Oui, il n'y a aucun souci. On avance et comme ça, à la fin, on essaiera de garder 30 minutes pour discuter de tout ça. Merci beaucoup. Donc là, maintenant, nous avons Céline Bernabé-Dupont et Jérémy Boujna. Tu sais comment on sort de ça? Donc c'est sur la localisation du placenta. Ouais. Juste, tu fais escape, c'est tout. Voilà. Oui, donc c'est bon, je lance à Jérémy. Hop. Et alors, voilà. Donc bonjour à tous. Avec Jérémy, on va vous parler de l'analyse de la position du placenta à l'échographie lors du dépistage au premier, deuxième et troisième trimestre, et surtout voir en quoi cet examen peut avoir un impact sur la prise en charge obstétricale en aval. Donc tout d'abord, la méthodologie, la base. Quand on parle de position du placenta, de quoi parle-t-on? On se réfère dans l'espace à l'abdomen et à l'utérus de la patiente. On va pouvoir délimiter finalement, en avant, on a la sonde, en arrière, on a la table d'examen, on a le bord latéral gauche ou droite de la patiente, et on va pouvoir ainsi définir en fonction de la position de la sonde si un placenta est antérieur, postérieur, latéral ou phendique. Alors cette diapo, c'est juste pour vous rappeler que dans la littérature, quand on va essayer d'étudier le lien entre la position du placenta et les complications obstétricales, ce n'est pas un lien de cause à effet direct. On va avoir plein de facteurs confondants, autant maternels qu'anténataux, et tout ce qui est aussi au niveau des artères utérines, la pathologie funiculaire, tout ça finalement est intriqué. Donc il y a pas mal de biais. Pour ce qui est de la position, donc on retrouve surtout des positions antérieure et postérieure, et finalement moins au niveau phendique et latéral. Et finalement, on y reviendra tout à l'heure, on a peu de placenta bas insérés à proprement parler au bout du compte. Alors après, dans la sémantique, qu'est-ce qu'on appelle un placenta prévia? Est-ce qu'il est recouvrant? Est-ce qu'il est bas inséré? Est-ce qu'il est accréta? Est-ce qu'on a des vaisseaux prévia, une insertion vélamenteuse? Tout ça est regroupé finalement dans les différentes études. Finalement, on peut regrouper ça dans un item qui est les PIA, ou anomalies d'implantation placentaire, qui vont être pourvoyeuses de 5,6 à 8,7% des indications d'accouchement prématuré, soit la deuxième cause. Donc c'est vraiment important d'aller se poser la question de ces PIA dans le dépistage. Là, je vous remets, grosso modo, le placenta prévia, finalement, on en parle quand il recouvre tout ou partie du segment inférieur de l'utérus. Il va être recouvrant complet ou incomplet en fonction qu'il recouvre partiellement ou totalement l'orifice interne du col. Le placenta va être dit bas inséré ou marginal, finalement, quand le bord inférieur est bas, ça veut dire inférieur à 5 cm pour la mesure, avec l'orifice interne du col, selon le CN-GOF, ou 2 cm selon la COG. Le placenta prévia, c'est ça qui nous intéresse en premier, c'est à peu près 0,5%, soit une grossesse sur 200. Et il va être à l'origine d'une augmentation de la morbimortalité maternelle et néonatale, avec un taux important de métrorragie, d'hémorragie de la délivrance, d'accouchement prématuré. Et je vous ai remis ici un tableau qui montre qu'il y a des facteurs de risque de ce placenta prévia. Donc vraiment, l'anamnèse est très importante quand on fait cette échographie de dépistage. Si on a une patiente qui a été déjà césarisée, et surtout avec un nombre de césariennes qui augmente, on va avoir une augmentation du risque qui va aller jusqu'à 45 pour 3 césariennes ou plus.
Également les antécédents de chirurgie, l'âge de la patiente au-delà de 40 ans, la multiparité, il y a vraiment plusieurs items. Et l'antécédent de placenta prévia aussi est important puisqu'il va augmenter le risque de 10. Donc l'intérêt de ce dépistage à l'échographie, qu'est-ce qu'il va falloir regarder? Finalement, à quel terme est-ce qu'on va essayer de le dépister? Quelle voie d'abord va être la plus performante, la plus discriminante, et quel seuil de mesure va-t-on retenir? Et surtout, en aval, on va adapter la conduite à tenir obstétricale en fonction des constatations. Donc au premier trimestre, quand on prend la conférence de la CNEOF, finalement, on ne nous demande pas du tout de regarder la position du placenta, on nous parle d'aspect du trophoblaste ou du placenta à examiner. C'est un petit peu différent en cas de grossesse multiple. Là, c'est intéressant de regarder la position de chaque trophoblaste, surtout s'il y a une cartographie assez détaillée à faire, surtout s'il y a un geste invasif derrière. Mais vraiment, retenez au premier trimestre, on ne va pas parler de placenta bas inséré. Il y a à peu près 40% des placentas qui sont bas insérés au premier trimestre. Finalement, on en a 4% à terme. Donc, voilà, on ne s'excite pas au premier trimestre. Par contre, on l'a vu tout à l'heure avec Thibaut et Chloé, ça a un intérêt au premier trimestre de se poser la question de la position du placenta quand même, s'il y a un utérus cicatriciel. Regardez si la cicatrice est exposée ou pas. Et puis, en cas de grossesse sur cicatrice, comme on vient de le voir. Au premier trimestre, c'est très intéressant aussi d'aller regarder l'insertion du cordon. Alors, ce n'est pas du tout dans les recommandations du comité d'échographie, mais c'est vrai qu'on peut quand même voir s'il va s'implanter vraiment dans le placenta ou s'il est marginal ou carrément vélamenteux. Là, sur le cliché de droite, on voit qu'il est carrément, on a la vessie pleine, carrément bas implanté, a priori, pas loin du col. Donc, on va être vigilant. Et surtout, c'est intéressant parce que dès le premier trimestre, c'est facile avec le Doppler, ou même sans Doppler, d'aller regarder où est inséré ce cordon. Là, par exemple, c'est un cas qu'on a eu récemment avec une insertion qui était complètement latérale droite. On avait l'impression qu'elle était insérée dans une zone où il n'y avait pas du tout de placenta. Le placenta était la masse complètement à gauche. Et c'est vrai que cette patiente, on l'a revue à 18 semaines pour refaire un contrôle et il y avait une mort fétale in utero. Est-ce qu'il y a un lien forcément entre les deux? Voilà. En tout cas, ça interpelle. Là, c'est rapidement sur le premier trimestre pour vous rappeler qu'il y a aussi des aspects inhabituels sur la position du placenta ou l'aspect qu'il peut prendre. L'image là qu'on voit qui est tendue, ça pourrait en imposer pour une cloison ou une synéchie, mais en fait, il faut se méfier des placentas qui sont circonvallés ou marginés, où on a une plaque basale qui est supérieure à la plaque coriale. Et finalement, cette image n'est pas du tout inquiétante et ne doit pas être contrôlée forcément. Elle est épaisse. En fait, en manipulant la sonde, là aussi, on voit que c'est dans la continuité et c'est avasculaire au Doppler. Voilà, là, je vous ai mis juste pour comparer avec une cloison où on avait une vascularisation et le placenta n'était pas du tout dans la continuité en modifiant la sonde. Autre petit piège, parfois on a l'impression d'avoir un placenta bipartita ou en tout cas un cotylédon aberrant et en fait quand on continue l'échographie et qu'on revient, on a la petite image qui disparaît, le placenta il y en a un seul bloc. En fait c'est des pseudomyomes, en fait c'est des contractions utérines. Et quand la vessie est pleine, on peut avoir ces petites contractions et c'est un aspect vraiment inconstant, ça disparaît. Donc retenez vraiment qu'il y a une migration placentaire, puisque je vous l'ai dit, il y a 0,5 à 5% des placentas bas insérés à terme. La majorité seront au-delà des 2 cm de l'orifice interne. Et là, je vous ai mis une étude qui montrait que finalement, sur les placentas bas, mais qui sont non recouvrants, en vert, on n'en a que 1% et quelques qui sont véritablement bas insérés à la fin. Et puis, sur ceux qui sont recouvrants complètement sur l'orifice interne, on en a 20%. Donc vraiment, c'est la persistance du placenta prévia qui est importante et aussi sa localisation en termes de distance. Pour ce qui est de la CNEOF au 2e et 3e trimestre, on revient sur l'aspect et là vraiment la localisation doit être étudiée. Le cliché qu'on a vu tout à l'heure, le cliché de la CNEOF qui a été vraiment fondamental en 2016 puisqu'on s'est rendu compte que négliger cette position du placenta, c'était un événement porteur de risque. Et donc ce cliché doit maintenant figurer en suspubien avec la vessie en réplétion ou semi-réplétion. On doit avoir le bord inférieur du placenta et on doit avoir également l'orifice interne ou le tiers proximal de l'orifice interne, du col, pardon. Et donc ce cliché est vraiment nécessaire. Et c'est assez facile de le mesurer en suspubien, que ce soit en postérieur ou en antérieur. Donc dès le 2e trimestre, là, on va se poser la question de la position du placenta
et où il est par rapport à l'orifice interne. Il ne faut vraiment pas hésiter, si on le voit mal, si on a un doute, à passer par voie endovaginale, parce qu'on a 60% de faux positifs par voie suspubienne, et donc en passant par voie vaginale, on est mieux, avec la vessie vide, et user du Doppler, notamment quand on a un placenta bas ou qui remonte doucement, aller s'assurer qu'il n'y ait pas de vaisseau dans la zone qui traîne. Et encore une fois, se méfier quand il y a des saignements inexpliqués, bien sûr, on peut retrouver des petites languettes. L'anomalie de segmentation, le placenta bipartita ou cotylédon aberrant, se méfier parce qu'entre les deux portions, on va avoir un vaisseau qui court. Alors si le placenta est bipartita haut, finalement c'est plutôt au moment de l'accouchement, il faut se méfier de tout retirer à la délivrance. Mais si ce placenta est bas inséré, alors oui, il faut aller vérifier qu'il n'y ait pas un vaisseau entre les deux portions et qu'il soit près du col, avec un risque d'hémorragie. Ça, c'est juste un petit rappel pour vous dire de ne pas négliger l'aspect purement technique, ou si jamais on n'a pas l'angle ultrasonore qui est correctement orthogonal par rapport au Doppler, par rapport au vaisseau, pardon, on peut passer à côté en Doppler et avoir un faux négatif. Ce petit article, je vous l'ai mis parce que je trouve qu'il est intéressant. Il se pose la question de la distance, justement en cas de placenta bas inséré, entre l'orifice interne et le bord inférieur du placenta, l'épaisseur du placenta et la longueur du col. Ce qui ressort de cet article et d'autres articles, c'est que finalement, la distance inférieure à 10 mm est associée à plus de complications. C'est vraiment le cut-off qu'on peut retenir. Si le placenta est épais, plus d'1 centimètre, ou avec une épaisseur, on le voit ici à l'angle, plus de 45 degrés, on considère qu'il est épais. Il y a plus également de complications. Et sur un placenta bas inséré, si on a un col inférieur à 25 mm, on va avoir plus de complications. Donc ça permet un petit peu de manager différemment les patientes en fonction de ça. Je vous remets vite les recommandations telles qu'elles sont sur des placentas recouvrants avec l'orifice interne placenta, donc inférieur à 0 mm, là on va à la césarienne. Quand on est entre 0 et 20, c'est là qu'on est un peu dans le gris parce que c'est des situations où vraiment c'est à discuter. Le risque de voix basse, le risque de complications en termes de voix basse est vraiment important. Au-delà de 20 mm, on commence à souffler un petit peu et on privilégie la voix basse. Et pour finir sur le premier trimestre, le placenta en cas de grossesse gémellaire. N'oubliez pas, bien sûr, ça aide pour la chorionicité avec le signe du lambda et du delta, mais c'est aussi intéressant d'aller voir s'il y a deux placentas, un qui pourrait être fusionné, de vraiment voir qui est où, parce que JA et JB sont aussi associés à leur placenta, et c'est important en cas de grossesse monocoriale d'aller vérifier l'insertion des cordons et les rapports à la membrane. Et encore une fois, la cartographie est importante s'il y a un geste invasif sur ces grossesses multiples. Alors, bonjour. En tant qu'obstétricien plus qu'échographie, la position du placenta peut être un élément pertinent sur le versant clinique, en particulier pour certains risques obstétricaux en salle de naissance. Et donc, ça va être un élément sur lequel on peut s'appuyer pour essayer peut-être de maîtriser et anticiper ces risques. Alors, le premier d'entre eux, c'est le vasa previa, et vous allez voir tous ces risques sont bien sûr, on va dire, de faible incidence, et c'est pour ça qu'en général, on dit on ne peut rien faire, mais peut-être qu'en s'aidant de la position du placenta, on pourrait éviter certaines situations. Le vasa previa, c'est rare, mais ce qui est bien montré aujourd'hui, c'est que lorsque vous reconnaissez un vasa previa en anténatal, eh bien, la survie totale et la survie sans morbidité hypoxique est bien évidemment très largement supérieure à l'absence de diagnostic anténatal, et nos collègues juste après nous diront sûrement pourquoi. Alors, comment est-ce qu'on peut l'anticiper ? Eh bien, cette augmentation de l'incidence est probablement en rapport avec le recours plus fréquent à l'assistance médicale à la procréation, en particulier les FIVIXI, et puis dans ce lien avec la position du placenta, comme il vous l'a été montré, les placentas bas insérés, les placentas bipartita ou les insertions vélamenteuses du cordon sont des situations qui vont exposer peut-être au vasa previa. Donc, position du placenta, est-ce qu'il n'y a pas un vasa previa derrière ? C'est un lien qu'il faudrait évoquer, en sachant que, bien évidemment, dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de facteur de risque. Alors, quand et comment le dépister ? Tout récemment, la Société américaine materno-fétale a recommandé, dans le suivi des grossesses issues de l'assistance médicale à la procréation, une recherche systématique en cas de vasa previa. D'autres auteurs se posent la question de les rechercher uniquement en cas de facteur de risque. Alors, pour ce qui est de notre topo sur la position du placenta, eh bien, lorsque vous avez une position du placenta un peu inhabituelle ou une insertion du cordon inhabituelle ou un placenta bipartita, à l'échographie du deuxième trimestre, on devrait se poser la question de la présence d'un vasa previa. Et au troisième trimestre, est-ce qu'on peut là aussi penser, nous en tant qu'obstétriciens en salle de naissance, à se dire mais est-ce qu'il n'y a pas un vasa previa ? C'est quand le placenta change de position. Alors il ne change pas tout seul bien évidemment, mais c'est un placenta qui est décrit en antérieur à T2
et puis sur le compte-rendu AT3, il est postérieur. Est-ce que simplement c'est le compte-rendu automatique qui s'est trompé, ou est-ce qu'on n'est pas en face d'un placenta bipartita qui ne donne pas son nom? Et enfin, la résolution d'un placenta bas inséré, on est tout content, la patiente peut accoucher par les voies naturelles, méfiance, en tout cas, il peut laisser un petit vaisseau prévia. Donc la question qui va se poser, peut-être au niveau de la table ronde, on pourra en discuter, c'est la recommandation d'une recherche ciblée ou systématique. Et il y a toujours, dans tous nos examens, un coût à payer, et ça a été évalué dans certaines séries entre 4 et 17% de surdiagnostic. Voici quelques images de vaisseaux prévia. Alors, un autre risque, et là encore, dans tous ces risques obstétricaux, ce sont des risques qui sont rares. Donc, les études ne pourront jamais montrer quelque chose de statistiquement significatif, de statistiquement pertinent. Donc, on fait de l'expérience-based médecine. On sait tous que le placenta bas inséré ou latéral est un facteur de risque de prolapsus du cordon. On sait aussi que les anomalies d'insertion du cordon sont fréquemment observées en cas de prolapsus du cordon. Du coup, qu'est-ce qui se passe si on a les deux? Eh bien, c'est une lésion extrêmement dangereuse. Ça fait même l'objet d'une publication dans le Lancet avec ça. Et donc, lorsqu'on a une association entre un placenta bas inséré, voire latéral, et une insertion atypique du cordon, on est face à une situation en salle de naissance qui vous expose à un prolapsus du cordon, une procidence du cordon. Et la question qui se pose, c'est de rajouter véritablement l'insertion du cordon dans la description échographique, peut-être au 2e trimestre. Mais la position du placenta, c'est aussi intéressant pour la pathologie vasculaire. Alors, on sait que le positionnement placentaire, c'est un phénomène aléatoire en cas de grossesse spontanée. Et on sait bien évidemment que le remodelage des vaisseaux est important pour une bonne placentation. Ici, on voit bien la différence de calibre entre on va dire une branche artérielle à destinée placentaire. On sait aussi, on a tous appris qu'il y a une augmentation des résistances de l'artère utérine en contralatéral au placenta. En effet, puisque l'artère utérine va irriguer le placenta du bon côté, on observe que du côté du placenta, l'artère utérine présente une bonne dilatation et un bon flux, alors que de l'autre côté, il peut y avoir des résistances augmentées parce qu'il n'y a pas eu de phénomène de placentation. Du coup, d'anciennes études s'étaient posé la question, est-ce que lorsqu'il y a un Doppler utérin anormal contralatéral au placenta, est-ce que c'est intéressant? Probablement que non. Mais par contre, lorsqu'on a un Doppler utérin pathologique du côté homolatéral au placenta, c'est comme si on avait un Doppler utérin bilatéral pathologique. Est-ce que ces constatations physiologiques et échographiques ont aujourd'hui des traductions dans des grandes études cliniques? Eh bien, la réponse est oui, puisque lorsqu'on compare un placenta qui est latéral par rapport à d'autres positions, on observe un continuum avec une augmentation des risques de troubles hypertensifs de la grossesse, une augmentation des risques cliniques d'hématome rétroplacentaire et une augmentation de la prématurité, qu'elle soit spontanée ou provoquée. Et donc, la question qui se pose à nouveau, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt au Doppler utérin systématique en cas de placenta latéral, puisqu'il n'est pas recommandé dans les situations à bas risque obstétrical de façon systématique. Là encore, la position du placenta en rapport avec ces pathologies vasculaires, dans un placenta prévia, il y a une augmentation du risque de petit poids pour la gestationnelle ou retard de croissance. Et il faut avoir cette idée-là en tête, puisque si on sait que la patiente va accoucher par césarienne, il ne s'agit pas de se fermer les yeux, parce que peut-être qu'on est en face d'un fœtus qui aura une restriction de croissance. Et donc là, à nouveau, la question se posera du timing et des modalités de naissance. Alors ça, il n'y a pas d'études sur le sujet. Et j'en discutais ce matin avec le docteur Bokobza, j'en discutais avec le professeur Carbone. Ce sont ces placentas qui sont en boule, qui sont angulaires. Et c'est des placentas qui ont une surface d'échange extrêmement étroite, extrêmement constrictée. Il y a un auteur qui s'était intéressé à ça. Alors bien sûr que c'est de l'observationnel, bien sûr que c'est des petites séries. Néanmoins, comme on est là dans des cas rares, c'est l'expérience-based médecine. Ces placentas très épaisses seraient associés à des issues obstétricales parfois dramatiques. Et ils sont très souvent, bien évidemment, latérales parce qu'ils sont dans la corne. Alors, la position du placenta pour un obstétricien en salle de naissance, c'est aussi pertinent pour le risque hémorragique. En effet, à nouveau, ces grandes études observationnelles retrouvent une augmentation de l'hémorragie du postpartum dans les cas de placenta latéral ou placenta fondique. Et donc, la question que je me suis posée, c'est est-ce que pour ceux comme moi qui pratiquons parfois la traction contrôlée du cordon, lorsque le placenta est finalement très latéral, est-ce qu'on ne tire pas un petit peu sur un placenta qui va mal se décrocher parce que l'axe de traction n'est pas du tout dans l'axe du placenta et donc on aura plus peut-être d'hémorragie du postpartum par, je dirais, des délivrances incomplètes. De même, de façon très intéressante, ces placentas qui ont fini par migrer et qui se sont retrouvés à distance du col, eh bien, il faut s'en méfier parce qu'ils sont associés à plus d'hémorragie du postpartum, à nouveau, probablement par des phénomènes soit de vascularisation du segment inférieur qui sont augmentés ou de troubles de la rétraction myométriale. Donc la position du placenta, c'est aussi un élément pertinent dans la gestion et l'anticipation peut-être du risque hémorragique.
Et puis, ce placenta bipartita, dont Céline vous en a bien parlé, évidemment, au moindre doute, lorsqu'on a connaissance d'un placenta bipartita à l'échographie, je pense que la révision utérine peut être souhaitable pour ne pas passer à côté d'une rétention placentaire. Enfin, pour terminer ce topo, position du placenta et pathologie gynécologique. Alors, il est observé, et c'est souvent des études françaises, une augmentation des complications obstétricales en cas de utérus myomateux. Une des hypothèses serait peut-être l'insertion du placenta en regard de ces fibromes. Et là, à nouveau, quelques auteurs suggèrent que ces placentas qui sont insérés en regard de fibromes seraient pourvoyeurs d'une pathologie obstétricale par mauvaise vascularisation et placentation, avec plus de risque d'HRP et plus de risque d'anomalie d'insertion placentaire, sans antécédent de myomectomie, bien sûr. De la même façon, de façon analogique, l'adénomiose, il y a une augmentation observée des complications obstétricales. Est-ce que l'explication pourrait pas être l'insertion du placenta en regard des lésions d'adénomiose, avec à nouveau plus d'anomalies de la croissance fœtale et un petit peu plus d'anomalies d'insertion placentaire, voire d'accrétisation, qu'on a tous eu le cas de patients qui n'avaient jamais eu de geste endo-utérin et qui ont malheureusement eu des placentas accréta. Voilà, donc est-ce qu'il ne serait pas, en tout cas pour les échographistes, dans le compte-rendu, de préciser la position par rapport aux lésions utérines? Donc voilà, donc en conclusion, la position du placenta, c'est une description échographique à ne pas négliger, et un placenta, c'est aussi un cordon ombilical et des artères utérines. Nous vous remercions. Merci, fantastique, bravo. On va passer au troisième et dernier topo. Donc du coup, Marie Brasseur et Agnès Sartor, donc vous allez nous parler de la conduite à tenir en cas de placenta accreta et vaisseau prévia. Merci beaucoup d'avoir répondu présente pour ce topo. Merci, et c'est à vous. Pour ton invitation. Donc au niveau timing, parce qu'en fait, c'est Vassili qui gère le timing. Donc on est en avance. Et après, voilà, après la discussion. Non, mais voilà, il faut tenir quand même. J'attends la présentation. Oui. Tac. Ouais. Ah oui, c'est à nous de... En fait, on est sur le même topo. Voilà. Donc, merci pour l'invitation, Philippe, à parler des conduites à tenir simples. Donc, un petit rappel, on commence la majorité de la présentation sur le placenta accreta. Un petit rappel de la classification FIGO, qui est une classification anatomopathologique. Qui permet de différencier les placentas anormalement adhérents ou créta, les grades 1, des placentas incréta anormalement invasifs, grade 2 et grade 3, les percréta. Le but du dépistage anténatal va être effectivement de déterminer les placentas incréta et les placentas percréta, qui sont ceux qui vont nous poser des problèmes au niveau de la prise en charge obstétricale. Donc la première étape, ça va être le dépistage avec effectivement, donc il va y avoir un peu de redite par rapport au topo précédent, mais c'est une fréquence qui est déjà en augmentation, vous voyez, qui a été multipliée par 10 en 50 ans, corrélée à l'augmentation des taux de césarienne. Un dépistage qui a montré son efficacité sur la diminution de la mortalité maternelle en préparant la stratégie chirurgicale perpartum, en adressant les patientes dans des centres multidisciplinaires spécialisés, et se rappeler toute la difficulté encore de ces situations puisque les placentas accreta ne sont pas diagnostiqués dans 50 à 75% des cas selon les études. Donc le point de vigilance qu'il va falloir garder, c'est la mise en évidence d'un placenta prévia chez une patiente qui a un utérus cicatriciel. Les patientes à risque, il va falloir apprendre à les repérer. Effectivement, 95% des patientes suspectes de placenta accreta ont un antécédent de geste endo-utérin. Le plus à risque étant l'antécédent d'accrétion avec 23% de risque de récidive. Un utérus cicatriciel, que ce soit une césarienne ou plusieurs césariennes, vous voyez que les odds ratios augmentent énormément en fonction du nombre d'antécédents de césarienne, mais également un antécédent de myomectomie, de résection de grossesse cornuale ou plus simplement un geste endo-utérin qui peut être un curetage ou une hystéroscopie. Il peut y avoir effectivement également des antécédents non chirurgicaux tels qu'une fécondation in vitro, une embolisation, une endométrite,
un antécédent de révision, le placenta prévia isolé étant en lui-même un risque. Les anomalies utérines sont également citées comme étant des surrisques, que ce soit bicorne ou un terrain d'adénomiose ou de fibrome. Comment dépister? On en revient donc aux clichés de la CNEOF qui ont déjà été montrés. L'échographie est l'examen de première intention puisqu'il est simple, accessible, non invasif. À l'échographie du T2, nous sommes censés examiner la position du placenta par rapport au segment inférieur. D'emblée, nous repérerons si le placenta n'est pas bien inséré, s'il est recouvrant ou s'il est prévia. Et dans ces cas-là, pensez immédiatement aux antécédents de la patiente. Il faut donc penser aux localisations atypiques puisque tous les placentas accreta ne sont pas prévia. Ici, c'est l'exemple d'une patiente qui a un antécédent de curetage hémorragique avec une perforation utérine fundique. Elle est adressée à 28 semaines en écho de rêve pour une suspicion d'accrétion fundique latérale droite. C'est une patiente totalement asymptomatique. Elle a un placenta bipartita qui est lacunaire, un amincissement du myomètre qui est localisé en regard de l'antécédent de perforation. L'IRM a été demandé, la césarienne est déjà prévue à 36 semaines du fait de l'antécédent de perforation. Donc vous voyez, on n'est pas sur une présentation typique, mais qui est quand même suspecte. En deuxième étape, si au dépistage vous êtes inquiet, il faut adresser donc la patiente pour une échographie de diagnostic qui sera donc orientée par les antécédents et on renforce l'interrogatoire. La performance échographique, il faut savoir qu'elle sera augmentée si l'opérateur est expérimenté selon les conditions d'examen et là l'échogénicité et la localisation du placenta vont améliorer la sensibilité et la spécificité de cet examen. Et il va y avoir dans la description des signes échographiques plusieurs signes, l'association de plusieurs signes échographiques qui vont permettre d'augmenter la performance et diminuer le nombre de faux positifs. Une analyse de placenta, ça se fait à vessie semi-pleine en haute fréquence idéalement sur une image zoomée par voie abdo et endovaginale. Les signes d'appel échographiques, ils sont tant en écho 2D qu'en Doppler, avec l'ensemble de ces signes qui ont déjà été décrits, les lacunes, l'amincissement du myomètre, l'interruption du mur vésical, le caractère en masse, le placenta bulge et la perte du liseré hypoéchogène. Les anomalies ensuite Doppler sont l'hypervascularisation sous-placentaire, l'aspect des vaisseaux transfixants, des bridging vessels et l'aspect des lacunes. Donc là, on va reprendre ces signes. Les lacunes qui sont parmi les signes les plus fréquemment cités avec une bonne valeur prédictive négative qu'on retrouve cependant fréquemment au troisième trimestre sur les placentas normaux. Vous voyez qu'il y a vraiment le signe d'appel des lacunes dans les placentas accreta, ce sont cet aspect mité de lacunes multiples, irrégulières et non cerclées. Ici, elles sont très typiques. L'amincissement myométrial est un excellent signe également qui est rapporté dans une étude sur 2. Vous verrez, là, je vous ai mis l'aspect normal d'un placenta. Ici, un placenta qui était suspect d'accrétion avec vraiment cette perte de l'épaisseur myométriale qui devient inférieure à 1 mm. Ici, vous verrez également que le placenta était extrêmement lacunaire avec une perte totale de l'interface myométriale. L'amincissement myométrial, attention, il peut y avoir de nombreux faux positifs, notamment dans les tissus cicatriciels, notamment sur la fin de grossesse, puisque les segments inférieurs sont amincis, parfois absents, et on peut avoir des défects sous-séreux qui peuvent mimer des accrétions. Là, j'ai tiré ce cliché d'une publication de Jonio. Là, c'est un cliché d'un accréta qu'on avait suivi, qui est en fait, ici, pas du tout un défect sous-séré, mais c'est vraiment le placenta qui a remplacé le myomètre. Et ici, l'aspect échographique, où on n'arrive plus à discerner qui est du placenta, qui est du myomètre. Ça, c'est un bon, avec une isoéchogénicité, myomètre-placenta. L'aspect de l'interface vessie-placenta, c'est un signe bien connu. Habituellement, vous avez une paroi vésicale bien régulière. Dans le cas d'une suspicion d'accrétion ou de percrétion, vous aurez une hypervascularisation de la séreuse vésicale qui va donner cet aspect irrégulier. Que vous soyez par voie abdo, vous voyez à vessie semi-pleine ou par voie endovaginale. Et là, la corrélation macroscopique. Le bombement pseudo-tumoral du placenta, cet aspect de bulging ou de protrusion externe va
est également un bon signe d'appel. Il est visualisé dans 30% des accrétions. Vous pouvez voir qu'il est associé en général à d'autres signes. Ici, le côté lacunaire, la perte de l'interface myométriale et l'irrégularité de la séreuse vésicale. Vous avez ici la corrélation anatomique. La disparition du liseré hypoécogène est un signe qui a été décrit dans de nombreuses publications, qui signe la perte d'intégrité de la plaque basale et qui va correspondre à ce fin liseré entre le placenta et le myomètre, dont l'épaisseur diminue cependant avec le terme et qui est donc assez difficile à retrouver parfois au cours du 3e trimestre, et encore plus difficile à pouvoir déceler sur les placentas postérieurs ou à vessie vide ou sur les tissus cicatriciels. Et attention de ne pas vous faire avoir sur un appui trop important de la sonde abdominale qui va le faire disparaître. L'analyse en Doppler de l'échographie va permettre d'augmenter votre sensibilité puisque vous allez retrouver cette hypervascularisation étendue de l'interface séreuse vésicale, voire parfois arriver par les techniques 3D à faire quasiment une cystoscopie virtuelle du contenu vésical. Ici, je vous ai mis quand même un placenta prévia qui a créé une hypervascularisation pelvienne et qui peut donner des faux positifs, des fausses impressions d'hypervascularisation et qui pourtant n'étaient pas un accréta. Les bridging vessels qui sont une hypervascularisation utérine sous-séreuse qui semble traverser le placenta. Vous voyez qu'il y a souvent une association d'autres signes. Les lacunes, la vascularisation des lacunes, ça c'est un signe qui est quand même plus difficile, je trouve, en pratique, avec des vitesses élevées au sein des lacunes. L'important, je pense, en échographie, ça sera de ne pas méconnaître une percrétion, car comme vous allez pouvoir le voir, c'est ça qui va quand même entraîner une conduite à tenir obstétricale particulière. Chez cette patiente, elle avait été adressée pour une anomalie fétale. C'était un utérus unicicatriciel, avec un placenta bipartite, une portion antérieure recouvrante. À l'analyse placentaire, on retrouve cette masse protruse, cette disparition du mur myométrial, un placenta lacunaire. En voie endovaginale, on retrouve l'hypervascularisation de la séreuse. Là, je vous ai mis la vidéo avec une patiente à qui on avait posé des sondes JJ car elle était symptomatique. Elle a eu plusieurs épisodes de saignement. Et elle a une césarienne programmée à 34 semaines pour un traitement conservateur. Marie, je te laisse faire l'IRM. Donc, on va voir l'intérêt de faire l'IRM dans les placentas accreta. Donc, dans la littérature, c'est extrêmement hétérogène. L'intérêt de l'IRM n'a pas été encore clairement démontré. En pratique, au CHU, on réalise toujours l'IRM quand on a une suspicion de placenta accreta et avec l'échographie juste avant l'IRM. Donc, on a vu que l'échographie avec Doppler couleur et pulsée, en fait, normale, elle a une excellente spécificité et suffit à éliminer un placenta accreta antérieur. Quand elle est anormale ou un doute ou un placenta postérieur, c'est extrêmement intéressant de faire une IRM qui permet, vous allez voir, d'avoir une cartographie plus précise de l'insertion placentaire. Alors, l'avantage de l'IRM, en fait, c'est que quelle que soit la paroi maternelle, on a toujours une analyse dans les 3 plans de l'ensemble du placenta avec un champ d'étude qui est beaucoup plus large que l'échographie. On a une cartographie de l'ensemble de l'étendue du placenta avec une résolution en contraste qui est supérieure à l'échographie. C'est un examen qui est didactique et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'analyser a posteriori. Donc quand on s'est trompé sur un placenta, on peut regarder les images et confronter les images avec l'échographie. La limite de l'IRM, il faut savoir qu'on n'a pas d'analyse de la vascularisation, sauf si on injecte du gadolinium, et on ne le fait pas du tout en pratique courante. Et il faut savoir que les coupes d'IRM, elles sont beaucoup plus épaisses que les coupes d'échographie. Donc la technique, en pratique, moi je réalise toujours l'échographie Doppler avant l'IRM, toujours comme en échographie avec une vessie en semi-réplétion. On fait des séquences en T2, ça suffit, qui offrent une bonne résolution en contraste. Et en pratique, en fait, on fait des plans perpendiculaires à l'insertion placentaire en coupe sagittale, qui permettent de bien voir la vessie et le placenta en sagittal,
Et puis après, on fait des coupes coronales obliques perpendiculaires à l'insertion placentaire. Donc c'est vraiment un examen qui est opérateur dépendant. Et l'intérêt, c'est comme on a vu la patiente en échographie, quand on a un doute sur une localisation anormale, on peut faire des coupes fines perpendiculaires dans la zone d'intérêt. Donc on l'a vu, il n'y a pas d'injection systématique de gadolinium. Donc la sémiologie en IRM, elle est pratiquement toujours calquée sur l'échographie avec des petites différences. Concernant l'aspect bombant globuleux du placenta, un pseudo-tumoral, en IRM, on a un champ d'étude plus large. Donc on voit très bien la déformation de l'ensemble de l'utérus, en fait. On peut voir des petites zones de bombement localisées, mais c'est vraiment l'aspect bombant global de l'utérus qui est beaucoup plus facile à voir en IRM. Bon, les lacunes, on n'a pas de flux dedans, mais on les voit bien, l'aspect hétérogène en IRM. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a un aspect de bande sombre qu'on a vu en IRM. Et les bandes sombres, c'est des images qu'on a ici en T2 qui sont perpendiculaires à l'insertion placentaire que vous voyez ici, qui sont linéaires, perpendiculaires à l'insertion, qu'on a également ici, qui sont très très en hyposignal T2. Ces IRM, ces images n'ont pas de traduction échographique et elles sont extrêmement spécifiques d'un placenta accreta. Donc c'est des images qu'il faut rechercher qui sont extrêmement importantes à voir, qu'on n'a pas en écho. L'interruption du lysé rétroplacentaire, on peut le rechercher en IRM, mais il faut savoir que c'est difficile parce qu'on a des coupes qui sont un petit peu plus épaisses qu'en échographie. Donc ici, je vous ai mis une image. Par exemple, ici, c'était un placenta accreta localisé. On voit qu'il est très bien. L'interruption du lysé rétroplacentaire, c'était corrélé à l'échographie. L'invasion vésicale, on peut l'avoir aussi en IRM, en sachant qu'en IRM, la vessie, elle est en hyposignal T1. Vous voyez ici très bien la paroi de la vessie. Et là, c'était un placenta percreta. Vous voyez qu'il y avait une interruption de ce liseré hypoéchogène, mais également ici, avec l'aspect irrégulier de la paroi de la vessie. Donc, au final, on a une grille de lecture. Donc, le placenta globuleux, j'insiste là-dessus parce qu'on a un champ d'étude très large. Les bandes sombres qu'on n'a pas en échographie. L'interruption du liseré rétroplacentaire. On peut corréler les images avec l'échographie, c'est extrêmement intéressant. Et puis, on verra après l'interruption du liseré de la vessie. Donc, un premier cas, une patiente de 26 ans, antécédente de césarienne. Donc, ici, vous voyez le placenta antérieur, il était recouvrant. On voit qu'il est globuleux, une perte du liseré rétroplacentaire. On a l'impression qu'il bombe un peu vers la vessie. On avait un petit peu de lacune. On avait une hypervascularisation au niveau utéroplacentaire. Pas d'extension à la vessie. Donc, on a conclu accreta, non percreta. On a réalisé une IRM. Ici, vous voyez très bien, c'est très intéressant, coupe sagittale. On voit la partie antérieure du placenta et la partie postérieure du placenta. Et on voit qu'ils ont deux structures différentes. La partie antérieure est beaucoup plus globuleuse que vous voyez ici. Là, c'est une coupe perpendiculaire. Et vous voyez l'aspect globuleux hétérogène du placenta, l'interruption du liseré rétroplacentaire. On voit que la vessie est bien respectée. Donc, c'était bien concordant avec l'échographie. On a conclu accreta, non percreta. La patiente a bénéficié d'une césarienne soulagée, une hystérectomie pour hémorragie sévère de la délivrance. Et le diagnostic a été confirmé par l'histologie, placenta accreta. Un cas ici, une patiente de 33 ans, 2 fausses couches curetées, 2 césariennes. Donc là, il y a tous les signes échographiques. On voit bien l'hypervascularisation utéro-placentaire, on voit bien les lacunes, on voit les disparitions du liseré, on voit l'invasion de la paroi de la vessie. Donc on a suspecté un placenta percreta. On a quand même fait une IRM. En IRM, vous voyez cet aspect vraiment très globuleux du placenta, avec ici une bande sombre. Ici, toujours l'aspect globuleux, hétérogène. La patiente était tellement mal qu'elle ne pouvait pas remplir sa vessie. C'est pour ça que la vessie, vous voyez, elle est pratiquement vide. Et du coup, on a quand même injecté du gadolinium. Vous voyez que quand on injecte du gadolinium, on voit qu'il y a une prise de contraste synchrone du placenta et du myomètre. Et on a donc conclu effectivement qu'il s'agissait d'un placenta percreta. La patiente a bénéficié d'une césarienne avec un placenta qui a été laissé en place et embolisation, qui a été réalisée à nouveau à H24 puis à 5 semaines. Il y avait toujours une vascularisation placentaire qui est très impressionnante. Ici, à 6 semaines, regardez l'échographie, on a toujours ce placenta qui est très globuleux, qui était vascularisé. Vous voyez qu'en IRM, quand on injecte, on voit toujours ce placenta qui est très, très vascularisé. En parallèle, la patiente, elle avait des saignements, des douleurs, un syndrome infectieux très marqué avec une CIVD. Et donc, il a été décidé de ne pas laisser le placenta en place, mais de faire une hystérectomie qui a nécessité aussi une cystectomie partielle. Et il s'agissait effectivement d'un placenta percreta extrêmement sévère.
Un dossier qui est intéressant là, ici parce que c'était une patiente qui avait un placenta cette fois-ci postérieur, 2 cicatrices de césarienne, il était recouvrant. Vous voyez ici la ligne basale, en fait, on a l'impression qu'on ne la voit pas très bien, mais c'est pas très facile, qu'il est un peu globuleux, il y a quelques lacunes, mais postérieur, c'est pas facile à voir en échographie. On s'est dit qu'il était probablement accréta, non percréta. Et donc on a réalisé l'IRM, et l'IRM, vous voyez qu'on a en plus, on voit qu'il est globuleux, il y a les bandes sombres. Donc, on a vraiment très fortement suspecté le placenta accréta. A priori non percréta. La patiente a eu une césarienne en urgence à 33 semaines parce qu'elle avait des métrorragies. Et en fait, il y avait une rupture utérine à 33 semaines. À H4, il y a eu une hémorragie très importante qui a nécessité une hystérectomie d'hémostase, et l'histologie a confirmé qu'il s'agissait effectivement d'un placenta accréta. Donc, vous voyez que l'IRM peut aider dans les placentas postérieurs. Ici, un dernier cas, une patiente qui a une césarienne pour un placenta préviaire recouvrant. Vous voyez ici que ce placenta, est-ce qu'il est globuleux? Ce n'est pas très facile à dire. On a l'impression quand même. Le liseré rétroplacentaire, on ne le voit pas très bien. On a l'impression que le placenta, il est au contact de la paroi de la vessie. On a une hypervascularisation utéroplacentaire. On a quand même des lacunes. Donc, on a conclu placenta accréta. On a fait une IRM. Vous voyez qu'il est globuleux, un petit peu de lacunes. Mais on voit bien la ligne basale placentaire en arrière, et en avant, on la perd un peu. Donc, on a quand même conclu placenta accréta. Doute sur un placenta accréta. Il n'y avait pas de bande sombre. Et la patiente a une césarienne programmée, une hystérectomie. Et la NAPAT n'a pas conclu placenta accréta, mais une disparition du myomètre avec une pré-rupture utérine, c'est ce que montrait Agnès tout à l'heure. En fait, parfois, c'est un petit peu ambigu entre la rupture utérine, puisqu'il n'y a plus de myomètre, et l'invasion du myomètre. De vous montrer, de faire un petit diagramme qui s'est inspiré des RPC sur les HPP de 2014 et des prises en charge classiques des accrétions dans les centres de référence. Centres de référence étant les centres multidisciplinaires qui vont associer les échographies de référence, les radiologues qui font de l'IRM placentaire, les chirurgiens hors gynéco, c'est-à-dire urologues et digestifs qui peuvent intervenir, et ces centres qui ont des expériences de prise en charge d'accréta régulière. En cas d'accrétion étendue, vous avez bien compris qu'il peut y avoir des doutes. Donc, quand elle est certaine, on partira sur une césarienne hystérectomie d'emblée avec un placenta laissé in situ. Tout ceci se fait bien évidemment après une discussion préalable au cours de la grossesse avec la patiente qui prend en compte ses projets de grossesse ultérieurs. Le traitement conservateur est possible dans ces cas-là, mais ne sera pas forcément celui vers lequel on oriente la patiente. En cas de doute sur l'accrétion, malgré l'écho, malgré l'IRM, vous avez bien vu qu'on peut avoir des doutes. Il peut y avoir des faux positifs, des faux négatifs, auquel cas sera discuté en aval avec la patiente et en équipe. Si on s'oriente plutôt sur une césarienne par laparotomie médiane ou par Pfannenstiel, parce que dans ces cas-là, peut parfois se discuter de faire une reprise de cicatrice classique avec une analyse macroscopique du segment inférieur péropératoire qui va vraiment nous aider par les signes d'appel sur la présence ou non d'une accrétion. Si l'accrétion est confirmée, à ce moment-là, on s'orientera facilement sur une hystérectomie. S'il n'y a pas d'accrétion, on fera une tentative prudente d'extirpation placentaire qui parfois permet effectivement d'obtenir une délivrance. En cas de percrétion, et ça, je pense également en anténatal, le plus important, c'est de vraiment ne pas se tromper sur la présence d'une percrétion, car là, effectivement, ce sont des césariennes qu'on programme en général entre 34 et 36 semaines chez des patientes asymptomatiques, qu'on orientera soit vers un traitement conservateur dans les cas de 3B étendu ou 3C, si ça n'est pas possible de faire un conservateur parce qu'il y a un saignement péropératoire, on partira sur une hystérectomie avec un renfort de chirurgien urologue et ou viscéral, puisqu'il y aura un envahissement des organes de voisinage. En cas de 3B peu étendu avec une atteinte vésicale limitée, peut se discuter une césarienne hystérectomie.
Voilà les images d'un traitement conservateur avec une surveillance clinico-biologique qui se fait rapprocher dans le centre de référence. Je vous ai mis les échos qui permettent de voir qu'effectivement, c'est un traitement très long sur lequel on s'engage. Donc, il faut avoir une proximité géographique, une disponibilité et une bonne compliance de la patiente. Vous voyez que ces évolutions, on a des placentas des masses placentaires qui restent très écogènes et avec une dévascularisation qui n'apparaît qu'au bout de plusieurs mois après la césarienne. Et vous voyez là, on était à 6 mois, on avait encore une très grosse masse placentaire visible chez cette patiente, mais malgré tout, une réussite du traitement conservateur. Pour finir, les vaisseaux préviens, nous avait demandé conduite à tenir sur les vaisseaux préviens, les définitions et facteurs de risque. On a le temps? Il reste 3 diapos. Voilà. Situation rare, ça a déjà été évoqué, avec la présence d'un vaisseau fœtal aberrant qui circule sur les membranes, les facteurs de risque, grossesse multiple, placenta bipartite, FIV, placenta bas inséré, insertion vélamenteuse, cotylédon aberrant, tout ça, il faut en être bien conscient. En tant qu'échographiste, vraiment, idéalement, il faut repérer les patientes à la T2, par voie abdominale, savoir chercher les placentas bipartites, les insertions vélamenteuses. Dans ce cas-là, moi, je me suis fait avoir parce que l'insertion vélamenteuse était haute. Et malgré tout, il y avait un vaisseau prévia. Donc, dans ces situations à risque, on passe en voie vaginale avec et sans Doppler. Ne pas confondre le flux Doppler vasculaire avec le flux moins systématisé du liquide amniotique. Tac. Voilà la corrélation anatomo-pathologique de ces placentas, de ces vaisseaux prévia qui courent sur le col. Là, c'était vraiment le même. Donc, le diagramme de prise en charge, je me suis inspirée de cette publication qui dit que vraiment, c'est à la T2 qu'on repère les patientes à risque. On fait la recherche du vasa prévia. Soit on a un col court, une patiente qui contracte, un col qui se raccourcit, on hospitalisera, on fait une corticothérapie anténatale et on programme une césarienne à 34 semaines. Soit le col est long, la patiente asymptomatique, on fait une surveillance clinique longueur de col et on peut envisager une césarienne plutôt vers 34-36 semaines. C'est variable selon les équipes, mais on peut s'inspirer de ces diagrammes-là. En conclusion, le plus important, finalement, c'est le premier niveau, le dépisteur, avec la coupe col placenta. Et vraiment être alarmé tout de suite quand on a un placenta bas inséré sur une cicatrice. Le deuxième niveau, c'est le rôle du référent qui va faire une échographie Doppler très minutieuse par voie endovaginale. L'intérêt de l'IRM, elle n'est pas démontrée, mais elle est vraiment performante selon l'expérience de l'opérateur. C'est intérêt de confronter les deux techniques, donc collaborer avec les obstétriciens et d'avoir des radiologues qui s'intéressent vraiment à l'imagerie prénatale. C'est vraiment important de ne pas avoir le radiologue qui va faire 3 plans T2 et qui va faire un compte-rendu lambda. Il faut vraiment s'intéresser à la pathologie placentaire. En cas de doute ou de discordance, donc, on tient bien sûr compte de l'échographie. Le gold standard, ce n'est pas l'IRM, c'est l'échographie. La prise en charge, elle dépend fortement de l'imagerie. Si le placenta est normal, éventuellement, la patiente, le bébé peut naître dans la maternité d'origine. Si on a un doute, par contre, ou des facteurs de risque d'hémorragie, il ne faut pas hésiter quand même à adresser la patiente en centre de référence. Et on l'a vu avec Agnès, elle a très bien décrit, en cas de placenta accreta ou percreta, donc la prise en charge elle va être en centre de référence, avec un traitement conservateur ou bien une césarienne hystérectomie. L'attitude, elle va être prudente, adaptée à chaque patiente, guidée par ses antécédents, son souhait de garder son placenta ou son souhait de fertilité ultérieure. Donc voilà, ces placentas, c'est vraiment une collaboration multidisciplinaire et c'est très très important d'en avoir conscience. Voilà, avec le dépisteur aussi. Merci beaucoup. On a un quart d'heure pour répondre aux questions. On va demander à tous les orateurs peut-être de venir parce qu'on va aborder toutes les thématiques qui ont été présentées. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais passer avec le micro. Oui. Il y a un micro là, merci. Une question sur les placentas postérieures avec une hystérectomie que vous avez fait et avec des ruptures. Est-ce que vous pouvez nous dire la rupture était où exactement? La rupture, elle est postérieure en fait. Postérieure? Dans la zone où ça bombait en postérieur en fait. En péropératoire, il y avait une rupture. Est-ce qu'il y avait des contacts avec les organes Non, c'était pas percreta. C'était juste un placenta accreta.
Mais en fait, c'est comme l'autre que j'ai montré, où il y avait vraiment une disparition localisée du myomètre, en fait. Et du coup, il y avait une rupture et vous êtes parti pour une césarienne à cause de la rupture ou à cause de quoi? Parce qu'il y avait des contractions, elle saignait la patiente. Je pense qu'elle saignait peut-être à cause de la rupture. Il y a eu une complication aiguë qui a fait qu'il y a eu une césarienne à 33 semaines. Et il y avait une souffrance aussi Non, il n'y a pas eu de souffrance du bébé. Il n'y avait pas. Non, ils sont intervenus très très vite. Merci. Alors juste pour intervenir, sincèrement, nous, on n'a pas une bonne expérience de l'IRM sur les placentas postérieures. On a pas mal de faux positifs. Donc finalement, on n'en fait plus sur les postérieures des IRM. Comment t'expliques d'ailleurs en parlant des placentas postérieurs, vu que la cicatrice est en antérieur, pourquoi on va retrouver une anomalie de l'insertion en postérieur? C'est quoi le rapport en fait? Vas-y. À mon avis, c'est obstétrical, c'est des antécédents de délivrance manuelle possiblement aussi. Ça reste quand même des patientes qui ont eu des gestes endo-utérins avec des anomalies de placentation et des anomalies de cicatrisation de l'endomètre, parce qu'on pense que c'est ça la physiologie du PAS. C'est pas le placenta le problème, c'est le lit endométrial. Okay. Juste, je me permets une remarque. Dans la littérature anglo-saxonne, on parle de placenta du spectre accreta. Et c'est vrai que vous n'avez pas employé le mot spectre. Et donc la question qui se pose, c'est il y a toute une sémiologie qui est extrêmement riche, mais on n'a pas forcément toute la sémiologie. Et c'est pour ça qu'on est dans l'inconfort. Et je crois que c'est Éric Janniot qui conseille aux opérateurs de faire une photo péropératoire et de la confronter à l'échographie prénatale pour monter un peu en compétence. Et j'aimerais avoir votre jugement sur sémiologie complète versus sémiologie incomplète. Je pense que la sémiologie, il y a trois réponses en fait. C'est soit placenta normale, soit placenta accreta, soit placenta percreta. C'est ça en fait les trois questions. Et en sachant qu'on se trompe beaucoup encore. Il faut être très très humble sur les placentas. On se trompe même cliniquement en fait. C'est un peu tout le monde se trompe, moi je me trompe. Et souvent je vais au blog pour voir parce que j'ai peur à chaque fois de me tromper. Et c'est vrai qu'il faut être très très humble. La définition des... Ah oui. Je pense que les lacunes suspectes, c'est vraiment les lacunes qui ont un flux, et souvent un flux qui est à peu près 10 cm par seconde, pas un tout petit flux, c'est vraiment du flux. Ça fait vraiment miter avec un flux quand même. Ils ne sont pas d'halo hyperéchogène. C'est pas... non, c'est pas... Mais ce spectre du PAS qu'on a évoqué un peu rapidement au début, c'est un spectre, en fait c'est une définition dans Janniot, c'est des définitions cliniques post-opératoires, et donc qui sont très difficiles à corréler à l'imagerie anténatale. C'est pour ça aussi que l'idée c'était de dire, voilà, tous les éléments qu'on a font que malgré tout, à la fin, on a toujours cette colonne du milieu avec les cas douteux et qui nécessitent d'avoir au moins plusieurs signes échographiques pour être vraiment orienté, pouvoir diagnostiquer ces accrétas. Une question là? Moi j'ai une question. Un peu plus près le micro. Avec le développement de l'échographie de premier trimestre, on peut s'attendre qu'on va découvrir de plus en plus les anomalies de spectre accreta au premier trimestre. Je voulais savoir, avec toutes les surées actuellement dans celle de centre expert, quelle est l'attitude que le groupe conseille pour lorsqu'on découvre des anomalies de spectre accreta au premier trimestre? Alors, je peux répondre peut-être un peu, enfin allez-y, mais vous avez été exposé à des accrétas premier trimestre? Allez-y. Souvent, c'est dans des contextes de grossesse sur cicatrice. Je ne suis pas sûr que c'est ça la question, ou c'est sur les cicatrices ou pas? Oui, c'est des passes du... C'est ce qu'avait montré Thibault. Oui, alors c'est vrai que les premiers trimestres, la porte d'entrée peut être la grossesse sur cicatrice. Après, justement, un des messages qu'on souhaite, et vous voyez, la publication date de 2011, c'est que la réalité, la réflexion de dépistage de l'accréta reste une réflexion beaucoup plus tardive. Et ce message qu'on souhaiterait justement transmettre, c'est l'analyse de la cicatrice, elle se fait dès le premier trimestre. Donc on a encore le réflexe d'avoir un placenta accreta au deuxième ou au troisième trimestre et de se dire, est-ce que vous avez regardé le cliché du premier trimestre? Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas encore dans...
on a une centaine de cas de placenta accreta dépistés au premier trimestre, et voici la conduite à tenir qui a été déterminée en fonction. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez la moindre suspicion, et l'article de Julien était intéressant parce qu'il vous montrait le lien entre le défilé cervico-isthmique et la position de cette cicatrice. Et il vous expliquait pourquoi, effectivement, lorsque vous aviez un défilé cervico-isthmique dans lequel la cicatrice était, le placenta ne pouvait pas se loger dedans, et ces dossiers-là, malgré la cicatrice utérine, vous pouviez les rassurer dès le premier trimestre sur le risque de mauvaise insertion placentaire. Et juste pour compléter ça, les percrétas qu'on voit au troisième trimestre, ce n'est pas nécessairement des grossesses hors cicatrice. D'accord ? Donc c'est important parce qu'en fait, tous les placentas percrétas qu'on voit à la fin, on ne les aura pas forcément dépistés au premier trimestre. Et l'autre élément qu'on a, c'est qu'on nous pose la question, quand on dépiste un placenta accreta au premier trimestre, la question qu'on nous pose, c'est est-ce que si on laisse évoluer les choses, ça va s'aggraver ? Est-ce que le placenta est invasif ? Et donc ça, non. Ce qui va se passer, c'est que plus on laisse évoluer la grossesse, plus ça devient vasculaire. Mais en gros, l'invasion trophoblastique, elle s'arrête vers 14-15 semaines d'aménorrhée. Donc en fait, le degré d'invasion dans les vaisseaux et dans la vessie, il ne va pas évoluer au fur et à mesure que la grossesse va évoluer. Mais par contre, c'est vrai que plus on avance dans la grossesse, plus le débit va être important, et plus la prise en charge en fin de grossesse va être compliquée. Mais c'est vrai que la question, par exemple, d'une interruption de grossesse à 20 semaines, en se disant on a un placenta percreta à 20 semaines, si on le laisse évoluer, ça va être l'enfer, et donc est-ce qu'il faut arrêter la grossesse à 20 semaines ? On a autant de difficultés à 20 semaines, et donc nous, on ne fait pas d'IMG pour des accrétas, par exemple, à 18 ou 20 semaines. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, au fond, là. J'avais deux questions. Une question pour Thibaut Kibel. Est-ce que la mesure du segment inférieur doit faire partie systématiquement d'un contrôle s'il y a une demande d'accouchement en voie basse avec un antécédent de césarienne, toutes choses mesurées par ailleurs, pôle céphalique, etc., etc. Premièrement. Et une deuxième question pour Jérémy Boujna. Est-ce que ces placentas en boule dont on a parlé ce matin ensemble, on doit avoir une surveillance particulière ? Est-ce qu'il faut faire un contrôle supplémentaire au niveau de la croissance, y compris si à 22 semaines on a une biométrie qui est normale? Alors, juste pour répondre, donc là c'était au moment où Philippe Boinat nous avait censuré. Donc c'était l'essai lustrial. L'essai lustrial, il devait répondre à la question de est-ce que la mesure de la cicatrice utérine apporte quelque chose sur l'issue et sur le risque de rupture utérine en fait. Et en fait c'est un essai négatif. Donc on sort d'ici, on entend mesure de la cicatrice utérine au troisième trimestre. Est-ce que ça a un impact sur le conseil qu'on a et donc sur l'amélioration de la santé des patientes? C'est un essai négatif. La chose qui était troublante dans cet essai, c'est que les patientes qui ont eu un encouragement à la tentative de voie basse parce que le segment inférieur était épais, ces patientes ont eu un peu moins de rupture utérine, non significative, parce que l'événement est tellement rare par rapport au groupe contrôle. C'est-à-dire le groupe contrôle avait bien les 1% décrits dans la littérature de rupture utérine, et celles qui avaient eu l'échographie, conseillée par la mesure du segment inférieur, on retrouvait moins de rupture utérine. Donc c'était du 0,3 versus 1%, donc c'est quand même des chiffres éloquents. Mais quand on regardait les mesures échographiques partaient dans tous les sens. Et donc du coup, c'est un essai négatif sur le critère de jugement. Il y avait quelque chose qui était sensible sur le risque de rupture utérine, mais qu'on avait du mal à interpréter sur les mesures échographiques qui avaient été faites. Donc je pense que personne ici va se contenter d'une échographie pour conseiller. Il y a des équipes, et la majorité des équipes françaises conseillent les patientes sans échographie de cicatrice. Tu vas répondre aux placentas en boule. Il y avait aussi la question. Allez-y, juste pour les placentas en boule. Oui, juste sur la cicatrice utérine, ce qui est en fait de mon expérience, le problème, c'est qu'en fait, on s'est focalisé sur la mesure du segment inférieur et que on a par définition dit que le risque de rupture utérine était lié à cette mesure. Mais en fait, une cicatrice utérine, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. Et par exemple, un élément qui n'est jamais rapporté dans la littérature et même dans le lustrial, c'est par exemple la distance par rapport à l'orifice externe. C'est pas la même chose si elle est extrêmement basse dans le col ou si elle est très haute ou si elle est latérale. Et je pense que c'est ce qu'on appelle un modificateur d'effet, c'est-à-dire que l'absence de différence significative clinique, elle est liée au fait qu'on n'a peut-être pas mesuré la chose utile. Et sur les placentas en boule, je ne peux pas émettre de recommandations officielles parce que déjà je suis jeune et donc c'est juste une expérience. Moi, mon maître en obstétrique m'a appris ça.
Et je l'ai observé à mes dépens, malheureusement, sur ces placentas en boule angulaire qui ont vraiment une surface d'échange placentaire très faible. À titre personnel, maintenant que j'ai eu des expériences comme ça, je surveille la croissance fœtale et à partir de 36-37 semaines, je surveille la patiente de près, mais c'est vraiment de ce qu'on appelle de l'expérience-based medicine. Pour les placentas en boule, il y a un point important, c'est qu'il faut qu'il y ait une quantité liquide normale, parce qu'on faisait un anamyose, il devient très vite en boule. Et les placentas en boule, il y a une pathologie quand même, c'est l'intervillite chronique, qui se manifeste par des placentas en boule. Donc il faut être vigilant, et du coup, il faut avoir une bonne anapathe derrière. C'est-à-dire qu'il y a la surveillance de la croissance, les monitos, mais il faut surtout avoir une anapathe qui va aller rechercher cette intervillite chronique, parce qu'il y a la grossesse en cours, mais il y a toutes les autres derrière. Moi, pour Thibaut, par rapport à la cicatrice, la mesure de l'épaisseur. En fait, tu trouves on va parler pratique, parce que c'est là l'intérêt. On fait une mesure de la cicatrice, on a une cicatrice à 2 mm. Tu dis quoi à la patiente? Qu'il y a un risque accru de rupture utérine, ce qu'on sait, ce qu'on a constaté, mais la voie d'accouchement, parce que ça peut influencer un tout petit peu déjà l'avis médical que tu peux donner à la patiente. Et si tu lui dis le risque de rupture est important, forcément, c'est elle qui va souhaiter la césarienne. Donc, du coup, je ne sais pas, cette mesure de cicatrice me pose un problème, moi, en pratique. Donc, je ne sais pas, il faut nous dire les choses pour qu'on puisse savoir ce qu'on dit aux patientes. Alors, clairement, donc, en vous disant que c'est un essai négatif, je pense que personne ici n'a recommandé l'écho de cicatrice à 36 semaines. Si on reprend l'étude de M. Rosenberg en 1996, la conclusion de son article, c'était la valeur prédictive négative est tellement forte que lorsque vous avez, tellement forte, 99%, 700 patientes, donc ce n'est pas un gros essai, mais mine de rien, c'était des valeurs fortes, qui disaient que si vous avez un segment inférieur supérieur à 3,5, l'obstétricien devait encourager la tentative de voie basse par rapport au risque de rupture utérine qui inquiétait. Et on se met dans les années 90 où il y avait une flambée des césariennes pour utérus cicatriciel. C'est-à-dire que dans les années 90, il y avait quand même ce discours une césarienne égale césarienne pour toujours. Et il fallait lutter contre ça, il fallait trouver des arguments cliniques qu'on n'avait pas. Et donc l'échographie était un support pour essayer de conseiller les gens. Et bien entendu, et donc si je termine juste sur l'essai industriel, il y a des patientes qui ont eu une échographie avec un segment inférieur à 3,5 et qui ont souhaité avoir une tentative de voie basse. Elles ne sont pas importantes, mais aucune n'a eu une rupture utérine. Et il y a eu des ruptures utérines avec des segments inférieurs supérieurs à 3,5. En tout cas, il n'y a pas de recommandation sur la mesure en systématique. Je pense que je ne peux pas être plus clair que ce que je Donc, du coup, toi, tu ne dois jamais te retrouver dans une situation où tu mesures. Sinon, en effet, tu te mets mal. Ouais. Mais donc oui, on reste, nous, un peu dessus, mais on est un village de Gaulois, on n'est pas la France. Juste un point, on va devoir s'arrêter dans 2 minutes. Je ne voudrais pas que vous quittiez en tout cas cette session avec 2 messages importants sur les vasa previa, parce que c'est un peu comme les cicatrices utérines, c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent. Et donc on reçoit des patientes avec des vasa previa. Donc si vous êtes échographiste, merci de ne pas donner de terme d'accouchement, parce que les pratiques sont très variables d'une maternité à l'autre. Par exemple, nous, on ne césarise pas les patientes avant 37 semaines d'aménorrhée sur des vasa previa. D'autres césarisent à 34, d'autres à 35. Donc c'est important que l'échographiste, au début, ne conditionne pas le terme d'accouchement, parce qu'après, quand on arrive à la maternité, on rame derrière pour essayer de tenir quand ça ne fait pas partie des pratiques. Donc c'est quelque chose qui est très variable. Le deuxième point, pour ceux qui sont échographistes, quand les vasa previa, c'est souvent des vaisseaux veineux. Donc pensez à baisser votre PRF quand vous recherchez un vasa, parce que si vous avez une PRF qui est très élevée, vous n'allez pas voir votre vaisseau previa alors qu'il est là. Donc c'est un point important en tout cas de bien baisser votre PRF. J'ai une question sur justement les vaisseaux previa. Je voulais savoir si pour vous ça avait la même valeur, le vaisseau classique qu'on connaît tous qui longe devant l'orifice interne du col, ça c'est celui qui est classique, parce que généralement on le voit, on pense à la cicatrice utérine, donc c'est pour ça qu'on les voit, et le vaisseau previa qui n'a rien à voir et qui est complètement sur une autre surface, fundique ou latérale. Est-ce que pour vous, on ne raisonne pas du tout de la même façon S'il y a un vaisseau qui court sur les membranes mais qui n'est pas devant l'orifice interne, on n'en tient pas compte au niveau obstétrical. D'accord. C'est un placenta bipartita avec un vaisseau qui relie les 2 masses placentaires.
Ça ne change rien sur la... Sur le plan mécanique, une rupture de la poche des os peut se faire n'importe où. Ouais, en général, elle est quand même sur la partie inférieure. D'accord. Ok. Je vous propose qu'on s'arrête là. Merci aux orateurs. Merci aux orateurs. Très belle Bravo. session, merci.